Tout est très serré du point de vue des prises de parole, des interventions, parce qu'on a voulu avoir une présentation très large sur toute une série de témoignages, donc ça doit se faire dans des règles d'intervention assez rapides. Donc là, on est à quelques minutes du début, et donc moi je vais rapidement présenter ce qu'on a appelé comme l'atelier concernant les violences et répression qu'on voit dans le programme, qui donc la présidence sera donc exercée par Barreau. Et l'atelier en question va faire appel à plusieurs sortes de témoignages qui sont doubles pour aller assez vite, à savoir d'un côté les violences policières ou les violences en général qui sont exercées dans le mouvement des Gilets jaunes, et un deuxième axe, celui de la présence des femmes dans ce mouvement qui, comme on l'a un peu remarqué, a joué un rôle important dans l'animation, la présence dans les manifestations à tous les niveaux. Donc c'est deux aspects. Voilà. Alors pour débuter cette présentation, j'ai imaginé de le présenter sous l'angle de comment est-on passé de la police avec nous à tout le monde déteste la police. Parce que j'ai entendu au tout début du mouvement en 2018, des premières manifestations, les manifestants interpeller la police pour dire la police doit être avec nous, parce qu'elle est faite pour protéger les citoyens, il n'y a pas besoin de taper dessus. Et puis avec l'évolution du mouvement, on est quand même passé, alors c'est un peu caricatural, mais on est quand même passé à une expression beaucoup plus brutale sur tout le monde déteste la police. Donc j'ai choisi ça comme point de départ, mais caricatural, je le reconnais. Donc cette mise en opposition des deux formules indique que le mouvement des Gilets jaunes est divers, évolutif et non réductible à une formule simple. C'est pourquoi on nous a proposé aujourd'hui plusieurs interventions et témoignages qui interrogent sous différents angles ce moment particulier, quand même, qui ne se reproduit pas tous les jours, où ceux d'en bas ne supportent plus ce qu'ils vivent quotidiennement, et ceux d'en haut s'aperçoivent avec stupeur et inquiétude qu'ils ne peuvent plus gouverner comme avant. Donc nous aurons un témoignage vidéo de Sid, pardonnera donc un collègue, et qui à la fois a été bénévole street medic et en même temps qui a subi les violences policières, donc il y aura son témoignage qui donc sera tout de suite après projeté. Ensuite nous aurons si je peux dire, la chance, ici à Bordeaux, de pouvoir écouter l'intervention de Laurent Bigot, qui, je ne peux pas en dire plus, qui a été passé des deux côtés de la barricade. Alors, pas en même temps, mais à la suite de l'autre. Et donc, qui va s'interroger sur le dévoiement du maintien de l'ordre et la stratégie du maintien de l'ordre qui a été appliquée aux Gilets jaunes, qui n'est pas forcément tout à fait celle qu'on appliquait avant. Ensuite, nous avons souhaité d'interroger, de questionner ce vaste mouvement social sous l'angle de la participation des femmes, dont la présence massive est attestée pendant ces deux ans duré le mouvement. Et ce sera donc le tour à Myriam Congost, qui est anthropologue, elle précisera comment elle se situait dans le mouvement Gilets jaunes, qui évoquera sous cet angle-là son expérience parmi les Gilets jaunes de Saint-Macaire. Ensuite, dans la suite des témoignages,
cela de la contribution d'une journaliste indépendante qui s'appelle Elsa Gambin, qui ne peut pas être, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour témoigner par rapport à son emploi du temps, et qui a alors elle, une caractéristique, c'est qu'elle a enquêté sur la violence du côté des femmes Black Bloc, c'est-à-dire comment des femmes ayant participé à ce mouvement-là de quelle façon elles ont-elles été intégrées dans ce mouvement-là qui a été présent dans le mouvement Gilets jaunes. Et elle a fait un article des rares, je crois qu'il existe, de travail d'interrogation par rapport à des femmes qui participaient au mouvement de Black Bloc pour savoir comment elles se situaient en tant que femmes par rapport à ce mouvement-là qui était essentiellement masculin. Enfin, nous avions prévu aussi d'avoir le témoignage de Florence Josua, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, pour faire un peu le point sur la répression judiciaire. Parce qu'à côté de la violence policière bien médiatisée et reconnue, comme on a vu depuis 2 jours, il y a eu aussi une violence judiciaire dans la manière dont la justice a pris en charge tous les gilets jaunes qui ont été mis en accusation. Et là, c'est donc, on aura peut-être le contact visuel avec elle, puisqu'elle va faire, elle a fait l'inventaire de la façon dont on s'occupait dans la justice des gilets jaunes. Ensuite, je voudrais alors faire ressortir le point suivant, qui a d'ailleurs été évoqué régulièrement hier et encore aujourd'hui, c'est que, contrairement, c'est un atelier sur la violence policière, mais contrairement à ce qui semble annoncer le titre de cet atelier, le mouvement social des Gilets jaunes ne peut être nullement réduit aux actes de violence dont la presse s'est fait écho, assez complaisamment en général, dès les premiers samedis de manifestation. Ce mouvement, tel que moi je l'ai vu en y allant, peut-être un peu extérieur, mais ce mouvement de révolte était festif, non pas pour dire qu'il était insouciant, mais parce qu'il est créé une parenthèse dans la durée de la vie quotidienne. Pour un mouvement pour affirmer une fierté d'être présent tous les samedis, d'être vivant et d'être visible. Que ce soit dans la rue ou sur les ronds-points, l'objectif c'était pas d'être constamment en conflit avec la police, c'était aussi sur les ronds-points, comme on l'a vu sur les affiches, on pouvait danser sur les ronds-points, on pouvait faire des barbecues donc entre tous ceux qui étaient là. Alors peut-être qu'on verra avec Myriam Congost si c'est autour des barbecues, c'était plutôt masculin que féminin, selon les dernières explications qui ont été données par Sandrine Rousseau sur ces questions-là. Donc on interrogera. Voilà. Donc on pouvait faire ça, et c'est donc festif, et aussi dans la rue. Venir dans la rue, c'était aussi une façon d'être dans la rue et de pouvoir rencontrer des gens, des amis ES ou pas, des inconnus, et de passer ce temps à discuter et pas forcément avoir constamment comme ça a été dit, simplement des slogans qu'on hurle avec une sono derrière qui est très forte. Donc c'est aussi un lieu de grandes paroles pendant les manifestations, et ça c'était festif. Donc c'était une mobilisation accessible à tout le monde contre ceux qui méprisaient les gilets jaunes, parce qu'ils faisaient des fautes d'orthographe, celui qu'on a reproché, qui ne déclaraient pas les manifs ou ne déléguaient pas le soin de les représenter à des leaders autoproclamés. Et donc tout ça pour dire qu'il y avait une bonne humeur qui était présente dans tous ces rassemblements, sur les ronds-points comme dans la rue, parce que la révolte n'est pas triste. Voilà. Donc, occuper l'espace public jour et nuit,
défiler tous les samedis pendant 2 ans, supporter les charges policières et ne pas être les dernières à n'être insultées parce que femmes, choisir volontairement aussi d'intégrer un groupe comme celui des Black Blocs, peut apparaître à première vue comme ne relevant pas des activités traditionnellement attribuées aux femmes en dehors de leur double journée de travail. Presque troisième jour, en quelque sorte, manifester, être présent, etc. Donc, on aura l'occasion d'entendre avec Myriam Congost, anthropologue gilet jaune ou gilet jaune anthropologue, ou autre, comme elle le précisera, qui a séjourné donc à Saint-Macaire, dans une cabane construite sur place, et donc elle a vécu dans un milieu mixte, pris part au débat, aux actions, décidées en commun, jour et nuit, hommes et femmes confondus. Donc y a-t-il dans ce cadre-là la place pour un regard féministe ou pas sur les femmes qui ont participé à ces événements-là? Sont-elles perçues comme peu présentes du fait de l'assignation à une place précise liée à leur sexe? C'est souvent qu'on a remarqué dans les mouvements sociaux la faible présence des femmes. Alors, est-ce qu'elles sont, cette présence-là, est-ce qu'elle est le résultat invisibilisée par des siècles ou plus de culture patriarcale qui gomment leur contribution parce qu'elles ne seraient pas à leur place dans la sphère publique? Ou est-ce que, oui, c'est simplement qu'elles étaient bien là, mais elles étaient invisibilisées par la façon de parler d'elles. Ensuite, concernant le témoignage, peut-être un peu plus réduit dans son objectif, la contribution de cette journaliste indépendante s'appelle Elsa Gamin, dans une revue qui s'appelle La Déferlante, et où elle interroge des femmes qui ont participé directement au mouvement des Black Blocs, pas simplement en tant que femmes ou citoyennes subissant la violence policière sur elles, mais aussi participant à l'exercice d'une violence, donc ce qui est une autre démarche. Donc, je voudrais rappeler que ce mouvement des Black Blocs, beaucoup décrié, ne forme pas de mouvement politique structuré, mais qui a été présent très souvent dans les manifestations des Gilets jaunes, aussi bien à Paris que dans d'autres situations locales. Donc c'est une mouvance avec des modes opératoires variés, mais souvent violents, mais pas toujours. Parce que pour le Black Bloc, il est clair que, je cite les expressions qu'ils utilisent, la casse qu'ils opèrent est ciblée. C'est-à-dire sans prendre physiquement et violemment à tout ce qui symbolise l'État, l'accumulation du capital, l'exploitation, l'oppression, etc. Alors, je précise qu'il va sans dire, mais ça va mieux le disant, que tenter d'analyser et de comprendre ce que veut dire l'action de ce mouvement, ça ne veut pas dire forcément justifier ce qui a été fait. C'est l'objet d'une discussion. Vous savez qu'il y avait un ancien ministre, Premier ministre, qui avait expliqué que commencer à expliquer, c'était comprendre ou justifier. Donc, vous avez vu après ça, il est devenu ministre, il est devenu un homme politique multicarte, qui se présentait et donc il avait déjà prononcé des phrases aussi sérieuses et importantes que celle-là. Voilà donc la façon dont les femmes impliquées dans le mouvement des Black Blocs ont été confrontées en permanence à une série d'interrogations face à une violence qu'elles revendiquent, d'assumer, et qui est avant tout politique. Alors ça, je formule ça à partir de questions que la journaliste en question a écrites dans son article, et pour le défendre, moi je suis moins bien placé peut-être. Et les questions qu'elle se pose, c'est, qui peuvent interroger tout le monde,
les femmes sont-elles légitimes, d'abord, au milieu d'un groupement largement masculin, dans un mouvement qui proclame partout haut et fort l'égalité homme-femme, mais comme elle le signale souvent, les témoignages, les Black Blocs, hommes qui revendiquent cette égalité, les regardent parfois selon des codes paternalistes comme les autres. Donc, est-ce que c'est légitime d'être dans ce genre de... faut-il aussi, questions qui sont posées, accepter de pratiquer et d'incarner la violence, oui ou non, pour ne pas en laisser le monopole de la représentation symbolique aux hommes. Il n'y a pas que les hommes qui cassent les vitrines, il y a aussi des femmes. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est des questions. Donc cette insertion par des actes violents ne continue pas, elle, à valoriser une culture viriliste qui consiste effectivement à exercer la violence sous toutes ses formes. Autre question qu'elles se sont posées, j'ai eu aussi connaissance dans cet article, la tenue noire, qui est la tenue vestimentaire utilisée pour différentes raisons, d'être tous pareils, se dissimuler le maximum pour éviter aux recherches de la police. Cette tenue noire est-elle perçue, portée par tout le monde, hommes comme femmes, est-elle perçue comme agenrée, c'est-à-dire non neutre? Est-ce que c'est neutre? Ou est-elle perçue généralement comme l'attribut d'une seule présence masculine? Donc dans ce cas-là, les femmes qui la portent ne sont pas encore renvoyées dans l'invisibilité, puisqu'elles ne sont pas distinguées du reste de ceux qui sont présents. Ceci étant, dans la pratique qu'elles ont, les témoignages que j'ai pu lire dans cet article, nombre d'entre elles soulignent la satisfaction et la valorisation qu'elles éprouvent elles-mêmes d'avoir transgressé un ordre, d'avoir accompli ce qu'elles désiraient, d'être allées jusqu'au bout de leur engagement, c'est-à-dire pas simplement subir les charges policières, mais être actif dans l'agression vis-à-vis de la police, des casses de venture, etc. C'est cette question-là qui... Voilà, c'est qu'elle essayait de réfléchir sur cette place dans un mouvement qui se revendique d'actions souvent violentes et qui en général est plutôt dédiée aux hommes, les femmes ayant d'autres activités de presqu'île, de s'occuper d'autre chose. Donc la question de l'usage de la violence revient constamment quand on évoque le mouvement des Gilets jaunes. Je reviens donc sur la question de cette violence. La presse dite sérieuse parle alors je cite toujours, de casseurs, d'activistes radicaux, d'individus venus de l'étranger, et même parle aussi d'ultra-jeunes, c'est-à-dire plus jeunes que jeunes, parce que j'essaie de traduire. Donc voilà, c'était l'une des raisons du choix de ce titre, de cet atelier sur les questions de violence, mais vu sous toute une série d'angles. Donc la violence policière, pour revenir à cet aspect-là, elle ne devrait pas poser de problème pour être reconnue et mise en cause. Alors je pense que Laurence Bigot y reviendra. Il y a eu des comptages qui ont été faits, 2500 blessés, 353 à la tête, 30 personnes éborgnées, plusieurs mains arrachées, ainsi que dans les statistiques qui sont proposées, plusieurs morts, dont au moins une que je signale, c'est celle de Zineb Redouane à Marseille. Donc, le policier a tiré dans sa fenêtre et a été à ce moment-là sur place. Et David Dufresne, entre autres, a pas mal documenté ces violences-là. C'est pourquoi la présence de Laurent Bigot apportera un précieux témoignage sur la mise en œuvre d'une telle violence. Donc, il précisera, quand il va prendre la parole, quelle est exactement
son statut et l'originalité et la chance que nous avons de pouvoir l'écouter ce soir. Donc, dans l'ensemble, il a été chargé d'être partie prenante de la mise en œuvre de la violence, qui est la violence acceptée, parce que c'est la seule qui est au service de l'État, pour savoir si cette violence légale, entre guillemets, a été dévoyée ou au contraire pour défendre les intérêts des puissants et non plus l'ordre public tel qu'on le concevait jusqu'à présent. Ensuite, pour être moins médiatisé, mais tout aussi important, c'est la répression sur le rôle de l'appareil judiciaire dans la mise en œuvre d'un suivi de la répression policière. Parce qu'une fois qu'on est passé entre les mains de la police, interrogatoire, tout ça, garde à vue, après on passe aux mains de la justice. Et là encore, je pense que le témoignage de Florence Joshua permettra de voir comment la continuité entre la violence policière appliquée aux Gilets jaunes, comment elle se poursuit au niveau de la justice, alors sous d'autres formes, mais dans cette continuité-là. Justice expéditive, comparution immédiate, allez, les uns après les autres, ça va vite. Pas trop le temps d'entendre ce que peut dire l'avocat. Donc, justice expéditive, justice de classe, donc, aussi. Mépris, souvent, mépris dans les commentaires des juges, mépris des mises en cause, sens mépris comme sur le gouvernement, pour ceux qui exercent la justice, normalement, ils doivent la tenir également. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc on prend avec les gilets jaunes moins de gants, si je peux me permettre cette référence à certains moments, on prend moins de gants, de boxe, avec les manifestants qu'avec les délinquants financiers qui courent toujours au dernier moment. Donc au bout d'un an, en novembre 2019, on dénombre 3000 gilets jaunes condamnés, 10 000 gardes à vue, et tous les prétextes après les manifestations, et avant d'ailleurs, pour sanctionner les manifestants jusqu'à multiplier les amendes qui ont passé à ce moment-là, je crois, plus de 155 euros, ça n'était pas le cas avant 900. Voilà, donc voilà pourquoi on aura, j'espère, le témoignage de Florence. Je voudrais terminer cette présentation en évoquant deux pistes de réflexion, alors qui permettent, je vais souhaiter un peu comme ça, d'inscrire le mouvement des Gilets jaunes dans une perspective plus vaste. Et je vais commencer par une citation qui dit ceci. En banlieue, ça fait 20 ans qu'on est Gilets jaunes, qu'on revendique des droits, qu'on subit des violences policières et qu'on se prend des coups de flashball. Et l'auteur de cette déclaration, disant nous, on connaît ce qu'on a appelé aux Gilets jaunes aux Gilets jaunes en 2018-19, eh bien on connaît ça depuis 20 ans, 30 ans dans ce qu'on appelle les quartiers, les banlieues, etc., des guillemets. Et l'auteur de cette déclaration, qui a d'ailleurs été un peu médiatisée, parce que donc cet auteur s'appelle Ladji Ly, qui est originaire de Montreuil, dans la banlieue parisienne, et qui a fait toute sa vie d'enfant et d'adolescence dans cette ville, qui est français de parents maliens. Et c'est une phrase qu'il a prononcée à l'occasion du prix du jury qu'il obtient au Festival de Cannes en 2019 pour son film Les Misérables, l'histoire d'un groupe de trois policiers qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent dans ces quartiers. On ne prend pas de gants pour le maintenir. Donc, la question que j'essaie d'avancer dans ce cadre-là, c'est difficile de ne pas faire
la violence appliquée systématiquement sur le dos des gilets jaunes est la même que les jeunes, entre autres, des banlieues, subissent depuis longtemps. Violence, elle aussi, invisibilisée. Et donc, comment ne pas voir que le pouvoir utilise cette méthode de défense de l'ordre établi, d'habitude réservée aux banlieues, et cette fois-ci transférée pour être appliquée aux gilets jaunes, avec des méthodes qui nouvelles, Laurent en parlera, je pense, qui étaient donc destinées aux banlieues, on faisait les choses autrement, elles ont été ces méthodes transférées pour être appliquées aux gilets jaunes. Et ce sont des méthodes, c'est une réflexion aussi à avoir, qui sont très proches de celles d'un ordre colonial, néocolonial, transposé dans la métropole. On l'a appliqué jusqu'à présent au quartier, et qu'ensuite on a appliqué aux gilets jaunes. Alors, question, donc, quelle différence alors entre les gilets jaunes et les citoyens des banlieues dont parle le cinéaste? Alors, je mets les gilets jaunes sont blancs, je mets beaucoup de guillemets avec le terme, beaucoup, dans leur très grande majorité, et les autres dans les banlieues ne sont pas blancs. Blanc étant pas une question de couleur de peau, mais de construction d'une identité. Enfin, le mouvement des Gilets jaunes cumule une autre originalité, c'est que, on en a parlé aussi hier et encore ce matin, c'est qu'entre 2018 et 2019, il n'était pas seul à se révolter massivement, loin de là. Alors j'ai noté, pour aller vite, il y a eu en décembre 2018 au Soudan, pendant 8 mois, une lutte contre l'augmentation du prix du pain. Au Chili, en octobre 2019, vaste mouvement populaire, avec des morts aussi, contre l'augmentation du ticket de métro. Et l'un des ministres chiliens, donc Macron n'a pas le monopole du prix, a répondu à un moment donné, écoutez, si vous trouvez que le prix est trop cher, vous avez qu'à prendre les transports en commun qui circulent plus tôt, et là, ça sera moins cher. Vous pouvez prendre le tramway à 8 heures, qui vous prennent à 5 heures du matin, c'est peut-être moins cher. Toujours la réponse. Donc au Chili, au Liban, le 17 octobre a commencé une vaste mobilisation concernant une taxe d'augmentation sur les appels WhatsApp. 3 fois rien, mais c'est ça qui met le feu au poudre. On trouve les mêmes choses en Équateur en mi-octobre contre l'augmentation du prix de l'essence, et on pourrait rajouter. Et alors, donc toutes ces mobilisations, c'est entre 2018 et 2019, qui ont un point de départ qui peut paraître extrêmement limité, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du pain, l'augmentation du ticket de transport. C'est 3 fois rien, et ça met le feu aux poudres, et ça met le feu aux poudres en même temps que les Gilets jaunes, à la même période. Donc ça suscite quand même une interrogation. Il y a quelque chose qui se passe quand même, qui dépasse notre propre vision franco-française. Toujours dans cette même période, il y a eu des mobilisations, on qualifie de plus politiques, mais bon, aussi bien en Algérie, en Bolivie, qui a abouti aussi au changement politique, au Kazakhstan, etc. Et les Gilets jaunes de Commercy, dont on a parlé pour l'Assemblée, les assemblées, dans la Meuse, ont reçu des messages de soutien de la jeunesse de Hong Kong, dans ce fameux parapluie, mais des échanges ont eu lieu, donc, de soutien entre les jeunes de Hong Kong et les Gilets jaunes de Commercy. Donc, eux qui étaient mobilisés en Hong Kong pour la liberté et la démocratie. Et peut-être qu'aussi les intéressés, qui pouvaient intéresser aussi les Gilets jaunes, c'est que peut-être il y avait un point commun entre le RIC, une sorte de RIC qui pouvait revendiquer sur la démocratie dans Hong Kong, et peut-être la façon dont les Gilets jaunes peuvent aussi le construire. Donc il y a
quelque chose qui a circulé dans le... Alors, je dis que cet exemple-là, mais il y a d'autres contacts qui ont été faits entre les mouvements qui interviennent à cette époque, qui montrent quand même que, pour moi c'est aussi un espoir, c'est qu'on n'est pas les seuls à se battre sur toutes ces questions-là à travers le monde. Et donc il y a une situation qui est en état de maturation qui peut-être aura des conséquences positives ici et là. Voilà. Donc on n'est pas les seuls et on n'est pas non plus fatigué